Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré évidemment aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors qui de Joe Biden ou de Donald Trump peut se féliciter des résultats ? Que disent-ils pour 2024 ? Et puis surtout, quelles sont les conséquences sur la scène internationale ? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer le référencement. C'est parti ! Et à mes côtés pour cette émission, Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez également publié de nombreux ouvrages, je ne citerai que le dernier, disponible dès à présent sur la boutique tvl.fr, sur la route de la Maison-Blanche, le dictionnaire des élections présidentielles américaines. Il est toujours le temps de l'acheter puisque vous avez tout pour comprendre. Absolument. C'était le but de l'ouvrage, c'était d'offrir les clés de chaque élection. Absolument. Et vous avez publié cet ouvrage aux éditions Jean Picolec. Du moins pour le moment, il y aura peut-être une réédition, c'est ce que nous évoquions juste avant. Alors, Gérald Olivier, je précise dès à présent aux téléspectateurs, nous enregistrons jeudi après-midi, puisque le vendredi, c'est le 11 novembre, même si à TV Liberté, on travaille. Et par conséquent, on n'a pas encore tous les résultats de ces élections américaines. Néanmoins, on va pouvoir tirer de nombreux enseignements du scrutin. Alors pour commencer, avant de revenir sur les résultats, quels étaient les enjeux ? Les enjeux de midterm, ils sont doubles, disons. Le premier, c'est que ça sert, je dirais, de référendum sur la politique du président 2 ans après son élection. Inévitablement, c'est toujours comme ça que le vote est appréhendé. Et puis malgré tout, ce sont des élections générales pour renouveler à la fois l'ensemble du Congrès, certains sièges au Sénat, un tiers du Sénat. Le Sénat, c'est un mandat de 6 ans, renouvelé par tiers tous les 2 ans. L'ensemble de la Chambre des représentants. Et puis derrière, des gouverneurs, des assemblées d'État, des shérifs, des juges, des membres de commissions scolaires. Donc c'est la grande occasion pour les Américains de voter sur l'ensemble de leurs institutions. Et celle que tout le monde regarde, c'est bien sûr l'institution fédérale, à travers la Chambre des représentants et le Sénat. Mais il y a aussi beaucoup d'autres élections derrière, qui étant des élections locales, ont encore plus d'influence sur la vie quotidienne des Américains. Alors, en général, les élections de mi-mandat sanctionnent le président en exercice. Est-ce que c'est aussi le cas, et est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison avec les élections de mi-mandat du mandat de Donald Trump ? Alors, elles sont comparables dans les chiffres parce que Donald Trump, en 2018, avait perdu une dizaine de sièges à la Chambre des représentants, et ils avaient perdu quelques sièges au Sénat, mais ils en avaient gardé la majorité. Mais lui aussi avait une Chambre divisée. Et là, il est plus que probable que les démocrates perdent non pas une dizaine, mais une quinzaine, voire peut-être une vingtaine de sièges. À l'heure où l'on parle, on est sur une majorité républicaine d'entre 225 et 230 sièges. C'est un petit peu technique tout ça, mais ça leur donnerait une quinzaine à une vingtaine de sièges d'avance sur les démocrates. C'est moins qu'on ne pensait. C'est pour ça que la première réaction a été la vague républicaine annoncée ne s'est pas concrétisée, ce qui est vrai. Maintenant, ce qui était très important pour les républicains, c'était justement de prendre le contrôle du Congrès. Bien sûr. Voilà. Donc que vous gagniez d'une voix ou que vous gagnez de 10, il y a plus de plaisir à gagner de 10, mais l'important c'est de reprendre cette majorité. Ce qui est acquis, c'est que les républicains auront la majorité à la Chambre des représentants, et cela leur permettra d'abord de contrôler, voire de bloquer l'agenda du président Biden, en tous les cas d'avoir un grain de sel à mettre beaucoup plus important qu'avant, première chose. Deuxième chose surtout, ils prennent le contrôle des commissions, il y a toujours un président de commission, donc ils prennent le contrôle de l'agenda. Et pour ne donner qu'un exemple très précis, depuis le début de l'année, on a eu affaire à une commission sur les fameux événements du 6 janvier, une commission qui a joué son rôle dans la campagne. Cette commission, très vraisemblablement, va voir sa mission suspendue, interrompue à partir du début janvier, puisque le Congrès, les élections ont lieu aujourd'hui,
mais c'est quand le nouveau Congrès rentrera en activité à partir du 6 janvier que ces choses-là seront prises en compte. Donc le parti au pouvoir, en général, perd des voix. C'est une sanction contre sa politique. Donald Trump en avait perdu une dizaine. En 2010, Obama avait perdu 63 sièges, ce qui était énorme. En 94, Clinton en avait perdu 54, ce qui était énorme. Ce qui a fait penser à pas mal de gens que les républicains pourraient en gagner beaucoup plus d'une vingtaine. En fait, il y a des éléments qui sont assez techniques derrière, que tout le monde oublie. Tous les 10 ans, vous avez un recensement aux États-Unis. Il a lieu, c'était en 2020, le dernier. Donc, après le recensement, vous avez un redécoupage électoral. Et les personnes qui participent au redécoupage électoral sont les élus. Que font les élus? Ils cherchent à renforcer leur position. Donc vous avez dans le redécoupage même une sorte de blindage du système qui fait qu'il est très très difficile pour un candidat, un challenger, de venir sortir un sortant. Et c'est pourquoi dans le cadre des élections américaines, notamment des élections fédérales, eh bien on observe souvent des changements beaucoup moins, je dirais, spectaculaires que ce qu'on peut observer dans certains parlements européens à l'occasion de législatives. Alors on a quand même le sentiment que ça changera beaucoup de choses dans la mesure où, au moment de l'élection de Joe Biden, on le sait, la Chambre des représentants était démocrate et le Sénat, on s'était posé la question pendant quelque temps, si je ne m'abuse, on n'était pas sûr au départ de l'élection de Joe Biden qu'il ne revienne pas aux républicains, sachant qu'il faut un siège de plus, je crois, pour le parti opposant, puisque la vice-présidente compte pour 1. Absolument, il y a 100 sénateurs. Il y a 50 États aux États-Unis, 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille géographique et la population d'un État, c'est toujours 2 sénateurs. Le Sénat est là pour représenter les États. La Chambre des représentants représente le peuple dans son ensemble, et vous avez donc une représentation proportionnelle à la population. Pour le Sénat, ce n'est pas le cas. Donc, les Républicains, en 2020, de mémoire, avaient 52 sièges. Et à l'arrivée, ils en avaient perdu 2. Les 2 fameux sièges de Géorgie, dont l'un après un 3e tour, qui avait eu lieu au mois de janvier, qui avait permis aux démocrates de parvenir à la parfaite égalité, 50-50. Et donc de gagner grâce à Kamala Harris. En cas d'égalité de vote, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui tranche. Maintenant, il faut aussi souligner qu'au cours des 2 ans écoulés, les démocrates n'ont pas toujours été capables de rassembler les 50 voix dont ils disposent. Parce qu'au sein de leur parti, il y a notamment 2 élus, une sénatrice de l'Arizona qui s'appelle Kristen Sinema, un sénateur de Virginie de l'Ouest qui s'appelle Joe Manchin, qui sont plutôt des conservateurs, des centristes, et qui n'ont pas forcément suivi l'agenda très radical, notamment en matière d'énergie, de transition énergétique, à la mise en place de ce que les Américains appellent le Green New Deal, cette nouvelle donne verte qui est supposée assurer la transition. Et on se rappelle que Joe Biden est rentré à nouveau dans les accords de Paris, d'ailleurs. Absolument, oui. C'est lié au climat et c'est lié à l'abandon des fuels fossiles. Et pour des raisons différentes, ces 2 sénateurs n'ont pas toujours suivi le programme. Donc parfois, les démocrates n'ont même pas été capables de faire leur plein de voix. Mais lorsqu'ils ont parvenu à le faire, et ça s'est produit à 2 ou 3 reprises, c'est Kamala Harris qui a apporté la 51e voix pour leur donner la majorité. Donc en cas de 50-50 maintenu, ça ne changerait pas. Bien sûr. Les Républicains ont besoin de 51 sièges au Sénat. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Donald Trump lors de son dernier meeting de campagne. C'était dans l'Ohio, c'était quelques heures avant le scrutin. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th. Bon, beaucoup d'ambition pour Donald Trump, et puis on le sait, à l'arrivée, cette volonté de prendre sa revanche en 2024, bien sûr. Oui, alors il y a droit. Il y a droit. Un président peut faire 2 mandats. Il a fait un mandat, donc il n'y a rien qui l'oblige à ne pas se présenter à un second mandat. Et malgré tout, il reste le chef de file du Parti républicain.
Il a fait campagne tout au long des primaires et de l'élection générale. Il a mouillé la chemise, on peut le dire. Ah oui, beaucoup. Et puis, il reste extrêmement populaire au sein de la base républicaine. Votre clip ne montrait pas l'assistance, mais quand Donald Trump se déplace, c'est 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui viennent l'écouter, comme ça a toujours été le cas. Et ce sont des personnes extrêmement enthousiastes. Donc, il y a une base qui soutient et qui soutiendra toujours Donald Trump et qui va chercher à le propulser vers à nouveau une candidature en 2024. Ce qu'il laissait entendre dans votre petite vidéo, c'est qu'il va se prononcer dès le 15 novembre. Je ne sais pas s'il a changé d'avis depuis, à la lecture des résultats, qui ne sont pas aussi bons que lui-même pouvait l'espérer, mais qui ne sont quand même pas si mauvais que ça. Je pense qu'on en parlera dans le détail un petit peu plus tard. Il reste le candidat favori au sein du camp républicain, mais malgré tout, cette élection a un petit peu changé la donne, parce qu'il y a un autre vainqueur, dont on parlera peut-être également un peu plus tard, qui s'appelle Ron DeSantis. Alors justement, on va en parler, c'est le fameux nouveau gouverneur de Floride, très médiatique, j'allais dire très photogénique, avec son épouse et ses 2 enfants, beaucoup plus jeune que Donald Trump, encore plus jeune de surcroît que Joe Biden, évidemment. Est-ce que finalement cette élection et cette... avancée de ce monsieur sur la scène politique américaine, c'est pas le pire qui aurait pu arriver à Donald Trump? Alors, c'est certainement, c'est une redistribution des cartes et le combat risque d'être sanglant. Parce que maintenant, il y a véritablement deux têtes de file. Ron DeSantis existait déjà. Je veux dire, il était gouverneur de Floride, il s'est beaucoup... il a beaucoup agi et il s'est fait connaître pendant la pandémie de Covid parce qu'il a été un des opposants à l'idée du confinement. Lui n'a jamais voulu fermer l'économie du pays. Ça peut se comprendre. La Floride dépend du tourisme, en partie. D'autres choses également aujourd'hui, mais en partie du tourisme. Et il n'a jamais accepté de fermer l'économie de son État au prétexte qu'il y avait une pandémie qui ne touchait pas tant de gens que ça, etc. etc. Donc, évidemment, il s'est mis tous les médias à dos, mais il s'est mis aussi tout un peuple républicain et un peuple relativement libertaire derrière lui. Et à l'arrivée, c'est lui qui a eu raison. Parce que les chiffres des victimes du Covid en Floride sont pas pires qu'ailleurs. Au contraire, ils sont pas pires qu'en Californie. Et l'économie s'en porte beaucoup mieux. Et la Floride est l'État qui, aujourd'hui, aux États-Unis, attire le plus de monde. Quelqu'un disait récemment, il y avait une statistique, il y a pratiquement 1000 Américains qui déménagent en Floride tous les jours. Wow. Donc c'est un État qui attire beaucoup de gens. Il attire des retraités, parce que c'est l'État du soleil, mais il attire aussi des jeunes, parce que justement, il a une économie qui est dynamique. Il a un gouverneur qui, malgré tout, a des positions, vous le soulignez tout à l'heure, familiales, en faveur de la position traditionnelle. Il s'est mis en opposition frontale avec toute l'idéologie woke. Donc, si vous rejetez ce mouvement, si vous voulez que vos enfants aillent à l'école et apprennent des choses qui valent la peine d'être apprises, vous allez en Floride. Donc, vraiment, il est monté en puissance et son élection, je dirais, est une forme de mini-triomphe. Il a gagné avec 20 points d'avance sur son adversaire démocrate, dans un État que l'on considérait jusqu'à mardi soir un État swing state, un État... qui pouvait basculer en faveur des deux. Quand vous avez 20 points d'avance, on ne parle plus de swing state. Voilà, il a fait basculer l'État dans le camp républicain et il a une recette qui fonctionne. Manifestement, il a été capable d'attirer au-delà de son camp. Il est évident que c'est un argument pour la présidentielle. Parce que si on regarde les chiffres de près, à mon avis, le problème de Donald Trump dans cette élection et le problème des candidats de Trump dans cette élection, c'est qu'ils ont été capables de mobiliser la base, oui, mais ils n'ont pas été capables de rassembler au-delà de la base. Et il y a des raisons qui ne tiennent pas simplement à leur position. Je pense que les démocrates ont joué la diabolisation et qu'elle a très bien fonctionné. Mais pour en revenir notamment dans la lignée du Capitole. Absolument. On doit dire que depuis l'élection, ils n'ont pas cessé. Tout à fait. Ils ont exploité cette journée et de manière, je dirais, politicienne. Mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu. Mais donc pour les Républicains, il y a maintenant véritablement deux têtes de file. Vous avez Trump qui a toujours l'ascendant, parce que je crois que numériquement, il reste le candidat souhaité par une majorité de républicains. Ça pourrait changer dans les semaines à venir. L'élan apporté par l'élection bénéficie beaucoup à Ron DeSantis. Maintenant, Donald Trump, il n'a pas droit à un second mandat, mais il a droit de prétendre à un second mandat. D'autres ont le droit de prétendre à lui disputer la nomination.
Simplement, s'opposer à Donald Trump, ça veut dire s'exposer à prendre des coups. On sait bien que lui, il ne retient pas les siens. C'est pour ça que je dis que ça risque d'être un petit peu difficile au sein du camp républicain. Maintenant, ça va aussi être difficile du camp démocrate. Parce qu'un personnage qui sort un petit peu de renforcé de cette élection, c'est Joe Biden. Et Joe Biden, il veut se présenter aussi à un second mandat. Il aura 82 ans, mais il n'a pas renoncé. Alors justement, avant de parler du bilan de Joe Biden, on va parler sur le plan économique, sur le plan international. Je vous propose de regarder quelques images. Vous vous en doutez bien sûr. Ce sont ces images qui choquent le monde entier, où on voit un président des États-Unis totalement désorienté et souvent incohérent. Une chute sans gravité qui aurait pu passer inaperçue si elle n'était pas intervenue après de nombreuses autres. Je sais que vous savez tous qu'il n'y a pas de problème de climat. Je sais que vous le savez. Bon, c'est terrible parce qu'en plus, on en a mis qu'un petit peu, mais on aurait pu évidemment faire 10 minutes comme ça. Quand on a Joe Biden se perd dans le jardin de la Maison-Blanche, Joe Biden appelle un député décédé, il y en a quand même pas mal. Ah, il y en a plein, il y en a tous les jours. Il a toujours l'air perdu. Manifestement, on le monte sur un podium, il fait son discours et il ne sait plus où est la sortie. Lorsqu'on lui pose des questions et qu'il n'a pas une petite carte devant lui pour répondre, il a tendance à bafouiller, à se contredire au bout de 2 phrases, à perdre le fil de la question. Non, il y a des vrais problèmes, problèmes cognitifs ou pas, mais on le lui pardonne. Manifestement, il est très utile au parti. Parce qu'il fait ce qu'on lui dit, et d'ailleurs c'est ça qui est le plus spectaculaire, ou de moins le plus, je dirais, remarquable, pas au sens où admirable, mais ce qui est ce qu'on note le plus dans sa présidence depuis qu'il a été élu. Je rappelle quand même qu'en 2020, il s'est présenté comme le grand papy qui allait rassembler l'Amérique. Donald Trump, c'était le diviseur, et lui, c'était le rassembleur. Et c'est vrai que c'était un vieux démocrate centriste, qui était là depuis 40 ans, qui avait réussi à parler à tout le monde, qui était relativement affable, et c'est vrai qu'il l'était un petit peu plus jeune, et donc il allait rassembler. En vérité, il est arrivé à la Maison-Blanche et il a eu à la fois une politique et un discours extrêmement diviseur. Et je rappelle que les démocrates, tout au long de cette campagne, ont quand même diabolisé le camp adverse en disant si vous votez MAGA, si vous votez pour Donald Trump, vous votez pour un mouvement extrémiste, pour des terroristes de l'intérieur, des gens qui menacent la démocratie. Tous les jours, quoi. C'est le point Godwin tous les jours, finalement. Oui, absolument. Donc c'est un président qui a été extrêmement, je dirais, à l'opposé de ce qu'il se présentait être durant la campagne. Et je crois que ça convient à un certain nombre de démocrates, parce que c'est pas vraiment lui qui gouverne, il a un agenda qui est extrêmement restreint. On sait très bien que dans une réunion, c'est pas lui qui dirige la réunion, c'est pas un Trump qui va dire vous vous mettez là et puis on fait les choses comme ça. Il est plutôt là à suivre, il écoute ce qu'on lui dit, il est très obéissant. C'est une très très bonne marionnette avec derrière toute l'ancienne équipe d'Obama qui dirige le pays et qui Obama, est très satisfaite, et lui-même aussi d'une certaine façon, et qui est satisfaite de ce qui se passe. Maintenant, ça déplaît aussi à d'autres démocrates qui ont peut-être quelques ambitions, et puis ça donne une image quand même très, très, je dirais pas dérisoire, mais préoccupante du parti, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Parti démocrate, c'est une vraie gérontocratie. Biden est président, il a 80 ans. D'ailleurs, ce sera son anniversaire dans quelques jours, il est du mois de novembre. Nancy Pelosi, qui est speaker, qui ne le sera plus à partir du mois de janvier, elle a 82 ans. Bernie Sanders, qui représente l'aile radicale du parti, il a 80 ans. Hillary Clinton, qui n'a toujours pas abandonné, bien, elle a 76 ans. Elizabeth Warren, qui est l'autre leader de l'aile très, très, très à gauche du mouvement démocrate, elle a 73 ans. Donc on a des gens qui sont vraiment dans le 3e âge, mais qui continuent à représenter le parti. Kamala Harris est un petit peu plus jeune, mais on a bien vu que ses capacités étaient quand même très limitées. Donc les démocrates... C'est une vraie déconvenue, ça, pour les démocrates, Kamala Harris. Parce que c'est une vraie déception. Elle avait été présentée comme la puissante vice-présidente, qui allait d'ailleurs un peu gouverner à la place de Joe Biden vieillissant. Oui. Ça fait partie de ces gens qui ont, on va le dire, profité du système. Moi, j'ai toujours dit que Kamala Harris, elle est là à cause de qui elle est.
Elle est là parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire. Elle est noire, métissée, indien, mais elle est noire. Elle a bénéficié des programmes d'action affirmative. Discrimination positive, oui. Discrimination positive qui servent à soutenir les minorités raciales pour justement les aider à je dirais, comment dirais-je, égaliser un petit peu les situations au sein de la société. Elle a bénéficié de ces programmes-là pendant toute sa jeunesse. Elle a bénéficié de l'aide d'un politicien très connu en Californie qui l'a mise sur les rails. Et puis ensuite, parce qu'elle était la bonne personne au bon endroit, donc une personne d'une minorité raciale, noire, et une femme, eh bien on l'a poussée en avant, en faisant abstraction du fait que, intellectuellement parlant, elle est quand même très très limitée. Je ne sais pas si elle travaille ses dossiers comme elle le devrait. C'était une bonne procureure, parce qu'elle a une petite dent. Et elle va vous pousser, mais en vérité, sur le plan intellectuel, elle est quelqu'un de très limité, et on a vu ses limites à l'occasion de son job de vice-présidente. Cela ne veut pas dire qu'elle va renoncer à ses ambitions, hein. C'est pas l'incapacité qui empêche les politiciens de se mettre en avant. Donc je pense qu'elle va chercher, elle aussi, à se présenter pour avoir la nomination. Elle pourrait attendre 4 ans, mais pourquoi attendre quand on est déjà là? Donc le fait que Biden, d'une certaine façon, sorte à demi vainqueur de ces élections, il n'a pas été sanctionné par les électeurs comme on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit, eh bien ça valide sa volonté de se représenter. Et lui aussi, comme n'importe qui d'autre, il a droit à se présenter à un 2e mandat. Donc les démocrates vont devoir aussi choisir. On se dirige vers 2 pleines primaires au sein des 2 partis pour 2024. Alors, vu de France, ça peut quand même paraître très, très particulier qu'il y ait encore autant de gens qui votent démocrates alors qu'ils ont un président démocrate qui est un peu décati quand même. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser qu'on puisse voter. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être leur raconter une anecdote, mais il y a 2 États où effectivement les Américains ont élu le candidat démocrate qui est décédé entre le moment où ont été imprimés les bulletins et les résultats, et le vote. Mais comme vous me disiez tout à l'heure en off, on peut le dire, vaut mieux voter pour un candidat qui est mort entre-temps plutôt que ce soit les morts qui votent. Oui, parce que ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors là, on ne va pas parler de fraude. On va considérer que ces élections se sont relativement bien déroulées, même s'il y a des États où le résultat tarde à venir. On se pose bien des questions. Hein. En Floride, ils ont dépouillé 7 millions de bulletins en 5 heures. Dans l'Arizona, ils ont du mal à dépouiller 2 millions de bulletins en 3 jours. Donc on se demande pourquoi il y a de telles différences à l'intérieur des États-Unis. Maintenant, pour en revenir au point que vous évoquiez avant, il y a une discipline de parti au sein du Parti démocrate qui fonctionne toujours. Et puis il y a cette volonté non pas de voter pour, mais de voter contre. Et c'est exactement la stratégie qui a été celle des démocrates au cours de cette élection. C'est-à-dire que, on diabolise l'adversaire, ce sont des extrémistes. On maintient la pression à travers une commission du Congrès qui juge un événement qui est un vrai dérapage, même s'il n'est pas celui qu'on prétend, mais il y a eu un vrai dérapage le 6 janvier 2021. Ces gens n'auraient jamais dû prendre le Capitole d'assaut. Ils auraient dû faire autre chose. C'était navrant de le regarder parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux à faire, qui était simplement de laisser le processus, je dirais, législative se produire et faire que dans la salle où on était supposé proclamer les résultats, eh bien, il y ait, comme c'est très fréquemment le cas, des objections. Des objections qui sont levées et qui sont argumentées. Et comme c'est retransmis en direct à la télévision, tout le monde peut entendre que dans tel État, on vous dit qu'il y a des soupçons de fraude. Et je pense que ça aurait eu bien plus d'impact que d'envoyer une centaine d'hurluberlus aller parader et faire des selfies dans le Capitole, ce qui était parfaitement ridicule. Donc il y a eu un vrai problème ce jour-là. Il a été exploité par les démocrates pendant la campagne pour diaboliser l'adversaire et mettre en garde les électeurs. Attention, si vous votez pour eux, vous votez contre la démocratie. Et ce message qui, pour quelqu'un comme moi, ne devrait pas fonctionner, je pense qu'il a fonctionné en partie. Et c'est ce qui explique que les démocrates sont prêts à voter démocrate quoi qu'il arrive, parce que c'est toujours mieux que le parti adverse. Et la meilleure preuve de cela, c'est l'élection en Pennsylvanie. Donc si on peut revenir quelques instants sur celle-ci, il s'agissait d'élire un sénateur. La Pennsylvanie est un État très important, un État minier de l'Est des États-Unis. Sa capitale, c'est Philadelphie, donc la capitale historique des États-Unis. Hein. Avant Washington, c'était Philadelphie qui était la capitale. C'est là où se sont réunis les pères fondateurs pour rédiger la Constitution. Donc c'est un endroit extrêmement important d'un point de vue historique. C'est un État qui était détenu par un sénateur républicain, Pat Toomey. Il a pris sa retraite.
Et donc le poste était vacant. Et quand un poste est vacant, c'est plus facile de le gagner que de vaincre le sortant, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Et donc 2 candidats s'opposaient, un démocrate qui s'appelle John Fetterman et un républicain qui s'appelle Mehmet Oz, qui était d'origine turque et qui aurait été le premier sénateur musulman s'il l'avait emporté. Mais c'est le démocrate qui a gagné. Ce qui peut ne pas surprendre, sauf lorsque l'on apprend que ce personnage en question, il a eu un AVC il y a quelques mois. Il a eu un accident cardiovasculaire, non, vasculaire cérébral, excusez-moi, vasculaire cérébral au printemps. Ça l'a privé de l'usage de la parole, ça l'a privé du contrôle de certains de ses membres, ça l'a hospitalisé pendant des mois, il n'a pas pu faire campagne. Même quand la campagne a repris, il avait de grandes difficultés à s'exprimer. Il a accepté de participer à un débat avec son adversaire qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et pour le débat, on lui a donné un téléprompteur parce qu'il n'est pas capable de comprendre le langage parlé. Il avait besoin que les questions des journalistes soient retranscrites sur un écran. Il lisait l'écran et il répondait comme il pouvait à la question. Et parfois, il répondait à la question avec 3 mots, étant incapable de développer un raisonnement. Et donc, ce qui est apparu, c'est que, quelles que soient les qualités humaines de ce personnage, il avait subi une tragédie de la vie et il n'est absolument pas en mesure d'assumer les fonctions de sénateur. Il a quand même été élu. Il a été élu, je dirais, avec un écart qui a surpris. Donc, pour moi, s'il a été élu, c'est pas sur ses propres capacités, mais c'est sur le rejet de son adversaire, qui a échoué à convaincre. Pour quelles raisons ? Je pense qu'il faudra analyser les choses plus en détail. Mais voilà, le côté des démocrates, on a une discipline que chez les républicains, on observe beaucoup moins. À preuve, la situation en Géorgie. La Géorgie, c'est donc cet État du Sud. Il y avait une élection pour le poste de gouverneur entre un républicain sortant qui s'appelle Brian Kemp et son challenger démocrate qui est une femme noire qui s'appelle Stacey Abrams. Et puis il y avait une élection pour le poste de sénateur. Un poste déjà en jeu il y a 2 ans et le sénateur a été élu pour terminer le mandat précédent et maintenant c'était pour un vrai mandat, donc il y avait une nouvelle élection entre un démocrate et un républicain. Le gouverneur, M. Kemp, a été élu avec 8 points d'avance. Le candidat sénateur républicain est à égalité avec le démocrate. Avec trop peu de différence, puisque c'est là où on va revoter et voilà. le 6 décembre. Ni l'un ni l'autre n'a gagné, et il va y avoir un 3e tour au mois de décembre. Mais ce que cela montre, c'est que les républicains ont divisé leur vote. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voter pour un gouverneur républicain, mais pour un démocrate au Sénat. Exactement. Donc il n'y a pas cette discipline de parti qu'on observe systématiquement chez les démocrates et qui fait que ça affaiblit le parti. Parce que manifestement, pour des raisons... on ne va pas rentrer dans le détail de la campagne, concernant ce monsieur Herschel Walker, qui est le candidat républicain pour le Sénat, soutenu par Trump, star du football américain, personnage très intéressant pour moi, avec justement 2 carrières, mais pas mal de maladresse, un passé parfois un petit peu confus. Mais à l'évidence, les électeurs républicains sont capables de juger le candidat et non pas de voter la ligne du parti. Oui, bien sûr. Alors que de l'autre côté, on a cette volonté, quel que soit le candidat, on le fait passer parce qu'il faut surtout bloquer les autres, même si ce n'est pas la personne idéale. Alors finalement, si je vous suis, les démocrates ont plusieurs avantages. D'abord, cette discipline de parti. Et puis ensuite, on a le sentiment que plutôt que de parler du bilan du président en place, on a surtout parlé du Capitole, des outrances de Donald Trump. Bien sûr. Et pourtant, le bilan des 2 premières années de Joe Biden, on peut en parler, je crois. Malheureusement, oui. C'est là où les républicains ont été extrêmement déçus. C'est-à-dire que, comme je le disais au tout début, l'élection de mi-mandat, c'est une première sanction, ou plutôt une récompense pour la politique du président. Là, quand on regarde la situation des États-Unis, à bien des points, elle est relativement désastreuse. L'inflation est plus forte qu'elle n'a jamais été au cours des 40 années passées. La criminalité explose, la criminalité violente, le nombre de meurtres, notamment dans certaines grandes métropoles, dirigées par des démocrates, mais Chicago, même San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Saint-Louis, etc. Donc on a une criminalité violente qui a explosé, la petite criminalité explose aussi. C'est-à-dire le vol à la tire, les agressions dans la rue, les femmes qui se font voler leur sac à main, qui se font menacer de viol ou parfois violer. Donc on a cette criminalité qui pose problème. On a des prix de l'énergie qui également ont explosé, aussi bien en ce qui concerne l'essence que le gaz de chauffage. On parle beaucoup de la crise de l'énergie en Europe, mais croyez-moi, il va y en avoir une cet hiver aux États-Unis également. Et puis on a cette fameuse immigration clandestine qui a vu 5 millions de personnes, 5
millions de personnes traverser la frontière mexicaine depuis que Biden est président. 5 millions de personnes. Un pays qui n'est pas capable de contrôler ses frontières, c'est un pays qui n'a pas de souveraineté. Donc avec un tel bilan, les Républicains se disaient il n'est pas possible qu'il n'y ait pas une sanction électorale contre le président. Eh bien si, ça s'est produit. Cette sanction, elle est là, mais elle est minime. C'est pour ça que les Républicains s'attendaient à gagner 30-40 sièges à la Chambre. Et ils vont en gagner moitié moins ou à peine. Donc, en dépit de ce bilan très faible, les démocrates s'en sortent très bien. Et moi, j'y vois deux explications. Celle que j'évoquais tout à l'heure, je dirais une incapacité aux candidats républicains de rassembler au-delà de leur base. Et puis, cette fameuse diabolisation utilisée par les démocrates, poussée par le président, soutenue par les médias, renforcé par les cours de justice. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est aussi un petit peu vrai en France, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est-à-dire que quand on est dans le camp conservateur, il ne s'agit pas simplement d'avoir de meilleures idées que votre adversaire, mais il faut battre les médias, il faut battre les magistrats, parce que vous avez tout un contexte qui est contre vous. Ce que l'adversaire n'a pas et dont il n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que vous avez cette pensée unique, cette pensée dominante qui fait que si vous allez contre, eh bien vous vous heurtez toute une série d'obstacles. Et aux États-Unis, les républicains doivent prendre conscience, ils en ont en partie déjà conscience, mais peut-être pas au point où on le souhaiterait, que lorsqu'il y a une élection, c'est pas simplement les électeurs avec lesquels qu'ils doivent convaincre, mais ils se battent contre tout un ensemble médiatique, une sorte de pensée dominante qu'il est très très difficile de mettre à bas. Et alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez cette commission sur les événements du 6 janvier au Capitole. Il y a toutefois une enquête qui n'est jamais ouverte, c'est l'implication d'Hunter Biden avec ses affaires très particulières. Et pourtant, c'est quand même le fils du président de la République. Il a des liens très étranges avec l'Ukraine. Pays, pas rien qu'avec l'Ukraine. Pas qu'avec l'Ukraine, mais en partie avec l'Ukraine, qui est quand même au cœur des inquiétudes sur la scène internationale. Et personne n'en parle, à commencer par les médias. Alors ça pourrait changer. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Il y a une omerta médiatique sur le cas Hunter Biden. Et on ne va pas revenir sur le lait renversé, mais dès l'élection présidentielle de 2020, si les médias et les cours de justice avaient fait leur travail, le cas Hunter Biden aurait été mis sur le tapis au mois de septembre, au mois d'octobre, alors qu'il a été censuré, délibérément censuré, par les médias, les grands médias papier, New York Times et autres, mais également par les réseaux sociaux. Et donc, on a mis ça sous le boisseau pour ne pas en parler, pour ne pas affaiblir Joe Biden. Et comme le Congrès était jusqu'à présent contrôlé par les démocrates, c'est pas les démocrates qui allaient enquêter sur le fils du président, c'est pas les médias qui allaient enquêter sur le fils du président. Ça pourrait changer. Ça va changer, parce que justement, les Républicains vont prendre le contrôle des commissions, et dès le mois de janvier, il y aura une commission d'enquête sur non seulement les agissements et les relations d'affaires de M. Hunter Biden, mais également sur ses règlements d'impôts, sur ses relations avec certains milieux, notamment, vous savez qu'il est également peintre. Il est artiste peintre. Il est artiste peintre. On a hâte de voir ça, tiens. Et donc, ces toiles se vendent à 500 000 $ pièce. Il faut les regarder, il faudrait que vous les montriez parce qu'elles sont spectaculaires. On va essayer de trouver ça pour la post-production. Alors. Voilà, et donc on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qu'on achète quand on paye 500 000 $ à M. Hunter Biden? C'est pas son bout de peinture qu'on achète, c'est l'accès à un président. Et c'est toujours ce qu'il a été capable de vendre. Ce jeune homme a vécu grâce à papa, et vous avez un système familial qui un jour, à mon avis, les historiens reviendront en arrière et considéreront que cette époque aux États-Unis fut une époque de grande corruption, mais c'est une corruption qui ne porte pas son nom. C'est une corruption qui est tolérée. C'est-à-dire que dans le système américain, qu'un homme politique fasse profiter sa famille des avantages auxquels il a accès, c'est toléré, même si c'est moralement contestable. Donc Hunter Biden profite de ce système. Joe Biden a fait profiter toute sa famille, son épouse, son frère, sa nièce, ses cousins, son fils, de la position politique qu'il a eue. Et bien évidemment, quand il était sénateur, ça avait un avantage, mais quand il est devenu vice-président, ça a pris une autre dimension.
C'est d'ailleurs à ce moment-là, comme par hasard, que Hunter Biden se découvre des relations en Ukraine, en Chine, en Russie, des relations bien entendu qu'il monnaie, et ce sont les dollars qui rentrent par millions dans ses caisses à lui, et on sait très bien ce qu'il vend. Il vend l'accès à la vice-présidence, et aujourd'hui, il est capable de vendre l'accès même au président des États-Unis. Après, ça pose un vrai problème sur le plan stratégique. Mais ne serait-ce que surveiller les activités de ce jeune homme, ça aurait dû être fait depuis des années. Ça ne l'a pas été, parce que le système protège certaines personnes et en attaque d'autres. On a un deux poids, deux mesures. Eric Trump et le fils de Donald Trump sont harcelés en permanence par toutes sortes de cours de justice, par les journaux, pour tout ce qu'ils font. Ils sont surveillés pour leurs moindres faits et gestes, alors que Hunter Biden, dont les activités et les comportements ont parfois été au-delà de l'acceptable, c'est quelqu'un qui s'est drogué à une époque, qui fréquentait des prostituées, qui a acheté une arme, qui s'en est débarrassé dans une poubelle, ce qui est comme absolument ahurissant. Enfin, voilà. C'est un type qui a un comportement invraisemblable et qui, jusqu'à présent, n'a jamais été inquiété. Donc ça pourrait changer, justement à la faveur de la prise de contrôle de la Chambre des représentants par les Républicains. Alors, dernier moment de cette émission, Gérald Olivier, j'aimerais qu'on parle de l'Ukraine un petit peu. La dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez dit que finalement, Donald Trump ou Joe Biden, ça ne changerait pas grand-chose pour les États-Unis dans la gestion de la crise ukrainienne. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis ont largement contribué sur le plan financier pour l'achat d'armes à destination de l'Ukraine. On peut d'ailleurs s'interroger sur le fait que les Américains cautionnent ou non cela. Visiblement, ils ne sont pas tous opposés à cela. Comment vous voyez les choses sur la question ukrainienne ? Alors, je pense que la pression va commencer à se préciser sur M. Zelensky pour essayer de s'ouvrir un petit peu plus aux discussions. Alors, pour discuter, il faut être deux. Et là, il y a vraiment deux perspectives à prendre en compte, parce que vous avez d'un côté une Russie qui, à mon avis, ne veut pas arrêter. La Russie est partie sur la longue durée. Ils sont partis sur une guerre qui va durer. Ils sont partis sur l'idée d'épuiser mentalement, économiquement l'adversaire. Surtout qu'on arrive à l'hiver ? Oui, mais il y en aura d'autres, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y en aura d'autres. À moins qu'une perspective change de manière radicale, je crains fort que ce soit un conflit qui soit gelé pendant l'hiver, qui reprenne après, avec cette idée d'épuiser l'adversaire, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme on a un adversaire qui, pour l'instant, a pris un petit peu la main sur le plan militaire et qui se dit pourquoi se contenter de récupérer les zones qui ont été envahies après février, pourquoi ne pas récupérer la Crimée qu'on nous a prise en 2014. Vous avez donc M. Zelensky qui a cru que son pays allait perdre au tout début, se voit aujourd'hui en mesure de marquer des points et se dit pourquoi s'arrêter là. Donc on a tout un tas d'éléments qui empêchent la discussion de commencer. Et tant que l'Ukraine bénéficiera d'un soutien sans faille de l'Europe, des Britanniques et surtout des Américains, cette guerre pourra continuer. Maintenant, même aux États-Unis... Pourquoi les Américains soutiennent-ils autant Zelensky ? C'est pour les droits de l'homme ? Non, alors il y a deux, officiellement, c'est pour ça. C'est dans la perspective américaine, c'est la victime. Après tout, dans la perspective américaine, et je dirais pour les électeurs américains, pas pour les stratèges qui connaissent l'histoire, oui. D'accord ? Mais pour un électeur américain, la guerre commence le 24 février par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À partir de là, la victime, c'est l'Ukraine, et on se met du côté de la victime. On sait pas ce que c'est le Donbass, etc., etc. Absolument. On rentre pas dans les détails. Voilà. Même sur la carte, ils auraient du mal à la placer, même aujourd'hui. Maintenant, comment dirais-je, il y a des stratèges qui ont compris l'intérêt géostratégique qu'il y avait à affaiblir la Russie. On considère que cette guerre est une erreur stratégique de Vladimir Poutine, et donc on va en profiter. Et pour en profiter, il faut affaiblir l'adversaire, et tant qu'on peut l'affaiblir, on va continuer à l'affaiblir. Et si affaiblir cet adversaire passe par armer quelqu'un qui fait la guerre pour vous, pourquoi ne pas en profiter ? Maintenant, au sein de l'électorat, et chez les Républicains en particulier, il y a un certain nombre de gens qui disent « Attendez, il y a des Américains qui souffrent, on a dépensé 80 milliards en 1 an pour l'Ukraine. Pourquoi on n'a pas dépensé 80 milliards pour des Américains qui en auraient eu tout autant besoin ?» Donc je pense que les pressions vont commencer à se faire pour que cette guerre ne devienne pas, je dirais, un tiroir-caisse pour l'Ukraine aux frais des Américains. Voilà, c'est dans cette mesure-là, c'est à la marge, Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, vous n'allez pas voir la stratégie américaine changer. Ensuite, la politique étrangère, c'est malgré tout le précaré du président.
Le président n'a pas changé, son secrétaire à la Défense pour l'instant ne change pas, son, secrétaire d'État reste M. Blinken. Donc l'appareil d'État qui gère la question ukrainienne ne change pas. Par contre, c'est toujours le Congrès qui contrôle la bourse. C'est le Congrès qui autorise la sortie des fonds. Et il est fort probable qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'exigences du côté du Congrès, maintenant qu'il est sous contrôle républicain, qu'il n'y en avait du temps où il était sous contrôle démocrate. Mais le changement se fera pour moi à la marge. Merci beaucoup Gérald Olivier pour tout ce décryptage. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez d'ores et déjà commenté et partagé cette émission après avoir cliqué sur le pouce en l'air, bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, si vous voulez tout comprendre des élections américaines, vous avez toujours le livre de Gérald Olivier sur la boutique sur tvl.fr. À la semaine prochaine.